Bonjour et bienvenue, je suis Marie-Laure Amétis, je suis sage-femme, mais je suis aussi coordinatrice de parcours du dispositif spécifique régional en périnatalité. C'est un dispositif, le DSR, qui accompagne les familles et les professionnels du champ de la périnatalité. Et aujourd'hui, grâce à notre directrice Madame Chollet, nous pouvons enregistrer ce premier podcast sur l'allaitement maternel. Alors cette année, en 2023, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui a lieu la 3e semaine du mois d'octobre a pris un thème très très intéressant. Mais avant d'en parler, je souhaite qu'on puisse accueillir nos 2 invités du jour. Ce sont 2 femmes passionnées et passionnantes qui vont nous parler d'allaitement maternel et je les laisse se présenter à nous. Bonjour, Muriel Mermilio, je suis consultante en lactation certifiée par l'IBLCE. J'exerce depuis plus de 12 ans concernant l'accompagnement de l'allaitement et de la lactation auprès des parents, bien sûr, et également auprès des professionnels de santé pour leur formation continue. Bonjour, je suis Olivia Plaisant. Je suis sage-femme depuis 22 ans et dès le début, je me suis intéressée au sujet de l'allaitement et j'ai vu que mes connaissances de base ne me suffisaient pas à accompagner toutes les familles que je croisais. Donc, je me suis formée et je suis devenue consultante en lactation IBCLC il y a 11 ans. On a 2 professionnels de l'allaitement qui seront bien à même de nous dire pourquoi allaiter et travailler, c'est possible. Parce que d'un point de vue extérieur, parfois, ça a l'air très très compliqué. Je pense que c'est une période de challenge pour les familles, pour les mamans qui vont devoir laisser un petit peu leur bout de chou, qui n'est parfois pas si grand que ça, à la maison ou dans un autre mode de garde. Il y a des mythes, des tabous à éclairer. Alors, est-ce qu'allaiter et travailler, c'est possible ? Déjà, est-ce qu'il y a des textes de loi qui en parlent ? Alors bien sûr, il y a des textes de loi qui en parlent. Ça va créer effectivement un soutien législatif. Au-delà de ça, je pense qu'un soutien d'information du grand public de manière courante pour vraiment se dire et répondre à cette question, oui, allaiter et travailler, c'est possible, c'est fondamental. Qu'on explore ensuite le comment. Voilà, ça va être nécessaire, mais retenir globalement qu'on peut poursuivre l'allaitement à partir de la reprise d'activité professionnelle, ou parfois c'est pas toujours une reprise d'activité professionnelle, c'est aussi confier son enfant dans un mode de garde. Eh bien, ça permet aussi la poursuite de l'allaitement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des représentations qui font que ça peut amener pas mal de défis. Généralement, les mères que vous accompagnez, elles sont dans quel état d'esprit avant de reprendre ce travail ? Alors moi, dans l'expérience que j'en ai, les femmes que je peux voir, que je suis déjà pour la grossesse ou qui viennent me voir pendant la grossesse, puisqu'il y a des femmes qui se posent la question déjà avant, ce que j'observe, c'est qu'elles ont cette envie d'allaiter, mais qu'il y a déjà ce stress de la reprise du travail qui entache le vécu même de la grossesse et de la représentation de l'allaitement. C'est-à-dire que je vois le temps que ça prend en séance de préparation à la naissance. Cette inquiétude, oui, je vais allaiter, mais il faut qu'il soit autonome pour prendre les biberons, mais il faut que d'autres personnes puissent s'en occuper. Donc j'en parle beaucoup avec les parents quand j'ai l'occasion de les voir en préparation à la naissance, parce que je leur fais prendre conscience du contexte en fait, que finalement, en ne pensant qu'à cette reprise du travail, on n'est pas à même d'accueillir le rythme du bébé, les premières semaines où il tète très fréquemment, où il dort, il se réveille plusieurs fois la nuit, et du coup, quand les parents pensent à ça, ils se disent mais dans 2 mois et demi, il faut qu'il soit capable de dormir, il faut qu'il soit capable de prendre le biberon. Je ne pourrais pas gérer s'il y a un rythme aussi rapide. Donc en fait, on parle beaucoup de ce que c'est que la physiologie en fait du bébé, de son évolution au fil des semaines, et que ce n'est pas le moment de s'en préoccuper là en fait, et que finalement de se revoir avant le travail, en fait, avant la reprise, 15 jours avant, et bien là on voit quel est le rythme du bébé là maintenant, comment vous vous êtes ajustés l'un à l'autre, sans vous poser la question de l'après. Il n'y a pas à anticiper cette reprise du travail. Elle est extrêmement stressante, cette anticipation qui commence dès la grossesse. Oui, je rejoins complètement Olivia sur cette expérience. C'est parfois même en anténatale, pendant la grossesse, la seule question qu'ont les parents. Voilà, comment on va faire pour donner le biberon pour la reprise du travail ? Quel tire-lait faut-il que je loue pour la reprise du travail ? Et en fait, mon objectif à ce moment-là, c'est de les recentrer sur ce que c'est que le nouveau-né juste après la naissance et surtout leur dire que finalement, la meilleure des préparations ou la seule chose à anticiper pour cette reprise du travail à la naissance, c'est relever le challenge d'instaurer une relation et une lactation optimale parce que c'est ce qui va aussi faciliter
la poursuite de l'allaitement à la reprise du travail. Et qu'en effet, comme le dit Olivia, se revoir 15 jours avant la reprise effective pour organiser en fait les modalités de cette reprise d'activité avec la poursuite de l'allaitement, c'est amplement suffisant, mais qu'il faut vraiment se donner le temps de la découverte mutuelle et de l'installation de cette relation dans l'allaitement. Alors on sait que théoriquement, l'employeur a l'obligation de laisser 1 heure par jour pour allaiter. En pratique, dans votre expérience, ça se passe comment ? Quel conseil on peut donner à une maman avant pour organiser cette heure ? Alors, en fait, c'est toujours très particulier et singulier. Dans ce que le rythme de travail, moi j'ai des personnes qui viennent, qui ont différentes activités professionnelles. En fait, je prends en compte le temps de trajet, le temps d'absence, en fait. Et l'autre élément, c'est de savoir quelles seront les possibilités sur place, au lieu de travail, de pouvoir exprimer son lait ou de pouvoir accueillir son enfant, le cas échéant. Il y a des professionnels qui sont libéraux, donc qui sont tout le temps sur la route. Eh bien, ça va être quels sont les modes de conservation du lait pendant qu'ils sont sur la route. Donc, en fait, c'est quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que finalement, comme l'a dit Myriel, une fois qu'on a pris ce temps de s'ajuster, de faire connaissance, on se connaît un petit peu mieux, eh bien, on peut être en mesure d'accueillir, ok, si je m'absente, comment est-ce que je peux faire ? Là, on a la disponibilité d'esprit, un petit peu avant de reprendre, de s'en occuper. Mais ce n'est pas quelque chose, la reprise du travail, qui se prépare à la naissance. Ça se prépare quand alors ? Juste avant de reprendre le travail. Est-ce qu'il y a du matériel, des choses à prévoir ? Alors je sais que on a bien dit que c'est une question de temps d'absence, mais à quoi elles doivent penser absolument, évidemment sans se mettre de stress inutile, mais à quoi nos jeunes mamans doivent-elles penser ? Ne serait-ce que matériellement, mais aussi en termes de discussion avec l'employeur avant le jour J, le fameux lundi où on y retourne, ça y est. Ouais. Je rebondis sur plusieurs de tes questions, parce que ce à quoi elles pensent déjà, et elles pensent déjà presque beaucoup trop longtemps avant, notamment c'est la peur de discuter avec l'employeur et de lui annoncer qu'elle souhaite poursuivre l'allaitement et prendre un peu de temps pour cela en fait dans la journée. Il y a cette peur, parce que la peur d'être mal vue, d'avoir l'air d'être la salariée qui veut en faire moins que les autres, d'avoir une revendication qui ne serait pas légitime. Et elle pense aussi à beaucoup de détails, comme ceux que tu viens de citer, Marie-Laure. Mais justement, elles se font une représentation de cette reprise du travail comme si c'était une montagne énorme en fait à escalader. Et c'est tout l'intérêt de l'entretien individuel, comme le montrait Olivia, c'est que finalement, quand elles sortent, elles se disent « Ah mais en fait, c'est aussi simple que ça ». Parce qu'on va pouvoir individualiser en fait les besoins et les identifier d'un point de vue singulier. Donc, bien sûr, il y a pas mal de choses à penser, en effet, mais Olivia l'a un peu dit, c'est-à-dire sur l'amplitude horaire de l'absence, les temps de trajet, quelle facilité ou non on va avoir sur le lieu de travail pour exprimer le lait ou faire venir le bébé. Et en fonction de ça, on va pouvoir choisir, effectivement, est-ce qu'on va exprimer du lait manuellement ou avec un tire-lait ? Et tous les tire-laits ne sont pas équivalents, c'est comme les voitures, il y a plein de modèles très différents. Donc, quel modèle va être adapté à la fois à la maman dans sa lactation actuelle, dans ses tissus aussi, dans son sein, dans ses objectifs d'allaitement, puisque là, depuis tout à l'heure, on parle un peu de l'allaitement, mais ça dépend aussi de son objectif. Est-ce qu'elle est en allaitement exclusif et elle veut le poursuivre ? Ou est-ce qu'on est sur un allaitement partiel ? Est-ce qu'elle veut poursuivre, mais avec l'objectif d'arrêter bientôt ? C'est aussi toutes des choses qui doivent se discuter et qui vont permettre d'orienter les besoins. Et du coup, alors, une fois qu'elle va reprendre ce travail, son bébé ne sera plus avec elle. On a beaucoup parlé de l'employeur, mais on n'a pas encore discuté du mode de garde. Comment choisir un mode de garde adapté ? Quelles questions elle doit poser et surtout à quel moment ? Alors, merci Marie-Laure, parce qu'en fait, ce n'est pas le problème de l'allaitement en soi. Quand tu posais la question tout à l'heure, quelle est la question des parents ? Ils ont tous envie d'allaiter, en fait. Très majoritairement. Quand les femmes n'ont pas envie d'allaiter, elles peuvent le dire en fait. Elles le font par devoir, etc. Mais la majorité des gens, ils ont envie. Donc en fait,
le problème qui se pose, ce n'est pas l'allaitement. C'est pas de vouloir ou pas d'allaiter son enfant. Le problème qui se pose, c'est de se séparer de son enfant à un âge qui ne correspond à rien du tout en termes de physiologie. 2 mois et demi, ça ne correspond pas à une étape où le bébé est en mesure, en fait, d'être mis en mode de garde. Notre société fait que, voilà, on se retrouve résolu à ça. Donc, on encourage les parents à prendre les congés annuels, à prendre toutes les dispositions qu'ils peuvent prendre pour retarder ce moment de mettre en garde leur enfant pour de longues périodes, comme c'est le cas quand on va travailler. Donc c'est cette absence sur de longues périodes répétées, en fait, qui est anxiogène pour les parents. Surtout en fin de grossesse, parce qu'ils perçoivent intuitivement qu'ils ne fait qu'attendre ça, en fait, d'avoir ce bébé. Et déjà 2 mois et demi, là, ils commencent à se rendre compte que c'est super court, en fait. Je vais accoucher tout de suite après, mais ils n'ont pas envie de ça du tout. Et je dis les parents, parce que c'est la maman qui allaite, mais c'est une histoire de couple et de famille aussi, en fait. Donc, la problématique, donc, on en arrive au mode de garde. Ça va dépendre des attentes des parents, des besoins, de ce qui va les sécuriser, ce qui va leur permettre de confier leur bébé, de se sentir le plus apaisé possible. Alors, il y a une autre question qui doit revenir très très souvent. Est-ce que les mamans doivent faire des stocks ? C'est effectivement la grande question. Je suis désignée directement pour ça. Parce qu'effectivement, ça fait partie des points pour lesquels elle voit la perspective de la reprise du travail comme quelque chose d'inatteignable et de vraiment très difficile à réaliser, parce que c'est souvent effectivement un conseil qui est donné. Or, comme l'a un peu expliqué Olivia, finalement, discuter de la reprise du travail et l'organiser, on peut le faire juste 15 jours avant de reprendre. Et on n'a pas vraiment besoin de réserve, puisque la poursuite de l'allaitement, elle va se faire à travers le maintien de la lactation. Donc ce sont sur les temps de séparation de la maman et de son bébé qu'elle va exprimer son lait, et ça va correspondre à ce qu'il boit, lui, pendant ce temps de séparation. Donc la réserve dont on a besoin, elle est vraiment minime. En fait, si on veut la réduire à sa plus simple expression, c'est la réserve pour le premier jour de séparation, c'est tout. Donc c'est presque rien. Et franchement, en s'y prenant 15 jours avant, avec une séance d'expression chaque jour, on a un stock largement suffisant, mais amplement suffisant, pour débuter cette première journée et puis ensuite travailler sur un maintien. Bien évidemment, une maman qui, pour une raison ou pour une autre, aurait exprimé du lait avant parce que c'était facile comme ça, parce qu'elle voulait décongestionner des seins pendant le premier mois, ça pourra toujours lui être utile, bien entendu, et c'est très rassurant. Mais c'est important vraiment de le répéter, ce n'est pas une nécessité que d'établir une réserve, un stock important, vraiment. S'il y a une nécessité, ça serait de repérer avec les parents qu'est-ce qui leur permettrait de se sentir en sécurité, plus à l'aise, en sécurité, à la fois dans le mode de garde, à la fois dans la discussion avec l'employeur, comme l'a dit Muriel tout à l'heure. Ça peut être de lancer cette discussion déjà avant de partir en congé maternité, avant de partir pendant le congé prénatal. C'est-à-dire de dire, voilà, je vais accoucher, mais en fait, après, j'ai le projet d'allaiter. Quelles sont les dispositions, en fait, dans la convention collective? Comment ça pourrait s'organiser? Je leur dis souvent qu'il faut aussi laisser un peu de temps à l'employeur pour réfléchir à la question, s'organiser. Donc, il ne peut pas vous répondre comme ça de but en blanc, parce que le droit, c'est ça. Donc, c'est une discussion à instaurer, en fait, au sein de l'équipe. Et peut-être que d'ici que vous reveniez, l'idée aura fait son chemin et vous pouvez être surpris de ce qui aura été mis en place en votre absence. C'est un petit peu pareil avec pour la discussion avec les différents modes de garde pour en faire le choix. On peut rencontrer différentes personnes, différents représentants de structures ou différentes assistantes maternelles. Et puis laisser aussi à chaque interlocuteur le temps de cheminer par rapport à nos demandes et voir un petit peu qui revient vers nous, avec quelle réponse, et en fonction de ça se décider. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui demande de faire un chemin de réflexion. Ça demande en fait d'être accompagné par des professionnels qui sont sensibles à cette question et qui peuvent justement permettre aux mamans et aux parents de reprendre sereinement ce chemin du travail après l'accouchement et une fois que l'allaitement a bien démarré. Oui, à la fois les professionnels, et moi je les encourage beaucoup aussi à repérer dans leur entourage les personnes qui ont eu une expérience satisfaisante, en fait, de cette reprise du travail. Chaque expérience est unique, mais ça peut permettre de créer un lien entre les parents, une communauté, en fait, ressources. Parce qu'il y a des fois, oui, il y a des moments de doute, des moments où on n'a pas beaucoup dormi, en fait, donc on est plus fragile, plus sensible aux doutes.
Et le fait de repérer autour de soi des personnes, je les invite à faire ça même pendant la grossesse en fait. Dans votre famille, dans vos amis, qui a allaité. Oui. Alors est-ce que c'est un allaitement qui a été satisfaisant, quelle a été la durée? Donc ça leur permet de se dire, ok, elle a allaité 2 mois, moi j'ai envie d'allaiter plus longtemps. Donc peut-être que les obstacles qu'elle a rencontrés en fait, ou l'image que la personne a de l'allaitement n'est pas la même que ce que j'aimerais réaliser moi. Donc allez chercher un petit peu le soutien aussi du côté des gens autour de vous. C'est un très beau conseil. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on pourrait donner comme ça? Je sais que les conseils ne sont pas génériques. Il y a quand même des choses qu'on peut dire, en tout cas, qui vont rassurer, parce que je pense que cette discussion est déjà très, très rassurante pour une maman qui serait peut-être en train de douter sur sa capacité à continuer d'allaiter, ou alors sur le regard qu'on pourrait avoir sur elle. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait encore lui conseiller pour la renforcer dans cette... Je pense particulièrement à beaucoup d'expériences que j'ai eues dans ma pratique qui sont particulièrement rassurantes. C'est d'avoir rencontré beaucoup de femmes qui prenaient ce rendez-vous de reprise d'activité professionnelle pour demander un accompagnement au sevrage. Et en fait, en discutant de leur moteur de motivation pour le sevrage, à ce moment-là, dans le cadre de cette reprise d'activité, et en discutant de ce qu'il allait falloir mettre en place pour ce sevrage, ou en regard ce qu'il faudrait mettre en place pour ne pas sevrer et poursuivre, eh bien, elles s'aperçoivent la plupart du temps que la motivation au sevrage ne venait pas réellement d'elle-même, au plus profond d'elle-même, mais tout simplement de toutes ces représentations et parfois de certains conseils génériques, en effet, et que l'accompagnement individualisé les rassurait et les aidait vraiment à se dire, mais finalement, ça peut être une très très belle expérience de poursuivre, parce qu'au fond de moi, je n'en ai pas envie, et ça va vraiment aussi faciliter la séparation d'avec mon bébé, parce que c'est une étape vraiment difficile aussi de se séparer de son bébé à ce moment-là. J'aimerais ajouter à ce que dit Muriel l'aspect familial, le couple et de famille. Quand les parents, enfin je dis les parents parce que quand une femme appelle pour une consultation lactation, je lui demande toujours de venir avec son conjoint, ou avec, s'il n'y a pas de conjoint, la maman ou l'entourage, la personne qui la soutient dans son entourage. Et des fois il peut y avoir aussi la maman, le couple, enfin voilà. Pourquoi ? Parce que ça permet aux autres qui sont autour de cette femme, de poser leurs questions, de déposer un peu leurs a priori, leurs croyances, leurs inquiétudes aussi pour cet enfant et pour cette femme. Et du coup, tout le monde repart un peu ressoudé. Donc, un autre conseil, ça serait d'engager la discussion, pas seulement en anténatal avec l'employeur, mais avec le conjoint, avec la famille autour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça s'est passé pour vous ? Moi, voilà ce que j'ai envie de faire, en fait. Et je pense que j'aurais besoin de soutien pour y arriver. Comment est-ce que tu penses que tu pourrais me soutenir ? Et en fait, ça déculpabilise. Parce que parfois, souvent, dans notre génération, la génération d'avant n'a pas allaité ou a allaité partiellement. Donc en fait, on ne trouve pas forcément de soutien ou de compréhension. Et bien, ça ouvre la discussion et ça peut permettre de voir quels sont les a priori qu'on a, quelles sont les expériences qui ont pu être douloureuses et qui n'ont pas été dépassées, et de dire moi j'ai envie de faire ça, est-ce que tu vas me soutenir ? A priori, le soutien et l'accompagnement sont primordiaux. Est-ce qu'il est facile pour les femmes de Guadeloupe d'être accompagnées pour leur allaitement maternel ? La colle. Il n'y en a pas une qui se... Je pense qu'on est quand même... il y a quand même beaucoup de bienveillance, globalement, chez tous les professionnels en Guadeloupe. En tout cas, pour une reprise d'activité, je dirais, dans les 6 premiers mois. Sur une poursuite d'allaitement, c'est peut-être un peu plus dur après. Mais on est aussi assez nombreuses quand même à être des professionnels spécialisés dans l'allaitement. Je pense qu'il y a quand même un moyen d'accès à l'information qui est possible. Est-ce que c'est facile ? Peut-être pas dans l'accessibilité première, dans le sens, oui, on n'a pas des 4x3, on n'a pas voilà, quelque chose de très visible. En fait, il y a une possibilité d'accompagnement qui est déjà, je pense, assez honnête en matière d'offres, mais elle n'est peut-être pas assez lisible et visible pour les parents. Ça va être notre rôle aussi au niveau du DSR en périnatalité, oui, de rendre lisible et visible cette offre de soins. Je pense qu'en fait, ça arrive un peu tardivement. Et il y a besoin de coordination aussi autour des parents et d'harmonisation en fait, de nos discours. Donc il y a de la bonne volonté. Et puis il faut du temps aussi pour pouvoir s'ajuster, recueillir un peu
quels sont les coins des parents, où est-ce qu'ils en sont de leurs connaissances, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, et de pouvoir ajuster nos conseils. En fait, je dirais même que ça devrait être le temps le plus long, ce temps d'écoute, de repérage de leurs besoins, où est-ce qu'ils en sont, plutôt que le temps de conseil. En fait, le temps de conseil, finalement, ça prend pas je dirais que ça fait un tiers de la consultation. Sinon, les 2 tiers, c'est de pouvoir recueillir cette parole. Alors, ça va être pas une colle, mais on va essayer de trouver une manière de résumer un peu tout ce qu'on vient de dire. En quoi allaiter et travailler, c'est possible? Parce que ça en vaut la peine. C'est le lien qui est gardé avec l'enfant et ça contribue au bien-être de toute la famille. J'aurais rebondi sur cette notion-là. Olivia, tout à l'heure, a dit que sur les reprises de travail un petit peu classiques, à 10 semaines postpartum, ça ne correspond pas à un cap de développement chez le bébé où il est prêt à se séparer de sa mère et où il doit aller absolument en mode de garde. Et bien pour moi, allaiter et reprendre le travail, c'est possible aussi du point de vue du corps de la femme, qui, lui non plus, n'est pas réellement fait pour se séparer de son enfant à ce moment-là, ni même arrêter une lactation, et qui, de toute façon, n'a même pas encore complètement recouvré tout son fonctionnement habituel depuis l'accouchement. En fait, on n'a même pas encore complètement récupéré et éliminé les tissus de la grossesse. Donc, en soi, poursuivre la lactation, poursuivre l'allaitement, retrouver la relation d'allaitement quand le bébé n'est pas en mode de garde, pour le corps de la mère, c'est aussi un fondement particulièrement important. Et puisque biologiquement c'est prévu pour, forcément c'est possible. Eh bien, je tiens à vous remercier pour cet entretien. Très très rassurant, je pense, pour toutes les personnes qui pourront l'écouter. Allaiter et travailler, c'est possible, ça en vaut la peine et c'est très bien pour la maman et pour le bébé. Merci beaucoup. Merci.